Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre sixième et dernière webconférence thématique du rapport Pisani-Mahfouz sur les incidences économiques de l'action pour le climat, laquelle se focalise sur l'impact des politiques en faveur de la transition écologique sur la compétitivité. Alors pour en parler avec moi, j'ai l'immense honneur, si, j'insiste, l'immense honneur de recevoir Fanny Henriet. Bonjour. Bonjour. Directrice de recherche au CNRS au sein d'Aix-Marseille School of Economics et membre du Conseil national du Conseil d'analyse économique, pardon. Cécilia Bellora, Bonjour. économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, et Lionel Fontanier, conseiller à la direction de l'économie et de la coopération, Bonjour. coopération internationale à la Banque de France, mais surtout coordinateur du rapport Pisani-Mahfouz en charge du chapitre thématique de la compétitivité. Alors, juste une petite précision, vous pouvez dès maintenant nous envoyer vos questions. Donc, à côté de l'espace vidéo, vous verrez, il y a un petit icône, une petite bulle marquée chat. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant vos questions et je m'efforcerai de poser les questions à nos trois invités au fil de l'eau dans la mesure du possible. Mais sachez qu'il y aura également une session questions-réponses d'ici plus ou moins une heure. On prendra le temps de poser le maximum de questions que vous avez sur le sujet. Alors, juste une petite introduction au niveau de ce qu'on appelle la compétitivité, puisque la compétitivité finalement fait référence à une notion à la capacité des secteurs ou d'industrie d'un pays de maintenir ses parts de marché et tout en étant profitable. C'est un concept multidimensionnel qui renvoie à la dimension à la fois sectorielle, temporelle, nationale et internationale. Il y a deux grandes catégories de facteurs qu'on regarde lorsqu'on analyse la compétitivité. D'un côté, des facteurs plutôt internes à l'entreprise que normalement l'entreprise maîtrise, comme le degré d'investissement, le chiffre d'affaires, la productivité et la capacité d'innovation, parmi d'autres, mais également des facteurs externes que subit l'entreprise, que l'entreprise ne maîtrise pas forcément, telle que la mutation d'un secteur, hein, l'électrification du secteur automobile que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi l'évolution des coûts de production des produits intermédiaires, le caoutchouc, le pétrole, et de plus en plus à l'avenir, il y aura également un facteur externe assez important que sera les facteurs liés à la transition écologique et notamment le prix du carbone. Alors, il y a un historique, Lionel, derrière cette compétitivité. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que je m'exprime à titre personnel, et non pas au titre de la Banque de France. Alors, je pense effectivement qu'il est utile de rappeler comment les idées ont évolué, non seulement parmi les économistes, mais aussi dans les politiques publiques par rapport à ce thème de la compétitivité. Alors, tu te rappelles peut-être qu'il y a 30 ans exactement, cette année, il y a eu un article absolument décapant de Paul Krugman, donc prix Nobel depuis, dans Foreign Affairs, qui disait que la compétitivité était une dangereuse obsession. Et au fond, il ajoutait que c'était un autre mot pour dire productivité. Alors, est-ce que cette vision des choses, qui a été très reprise depuis, reste celle qu'on doit adopter aujourd'hui? Eh bien, en fait, les choses sont un peu plus compliquées, parce que ça serait vrai dans un monde que l'on appelle entre économistes sans externalité, c'est-à-dire sans que l'activité économique ait des conséquences qui ne sont pas prises en compte par le marché. Et le sujet, c'est précisément que l'activité économique a un impact important sur le climat, que cet impact sur le climat n'est pas pris par le marché, c'est ce qu'on appelle une externalité, et donc que cette externalité doit être corrigée. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment corriger cette externalité, comment réduire nos émissions dans un monde non coopératif ou insuffisamment coopératif, on va en parler aujourd'hui. Donc comment diminuer nos émissions sans remettre en cause la capacité de croissance de notre pays. Et c'est bien le sens de la définition, disons, officielle de la compétitivité qui est celle de la Commission européenne, avec trois piliers de la compétitivité. Le pilier économique dont tu as parlé, le pilier social, c'est-à-dire l'objectif de plein emploi, et puis le pilier environnemental qui est le sujet d'aujourd'hui.
Très bien. Justement, donc peut-être pour mettre tout le monde d'équerre, je propose qu'on parte sur trois séquences. D'abord des éléments de contexte pour être bien sûr de comprendre de quoi il s'agit, ce qu'on entend par émission équivalent carbone, que représente une tonne de carbone, prix unique ou pas du carbone. Donc Fanny. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, une tonne donc quand on produit et quand on consomme des biens, on émet des gaz à effet de serre et en particulier un qui est très important, qui est le dioxyde de carbone. Donc, une tonne de CO2, pour prendre des ordres de grandeur, c'est entre 5000 et 8000 km en voiture thermique. C'est un aller-retour Paris-New York. C'est 15 smartphones et c'est 50 kilos de bœuf. Donc, en fait, si on prend l'exemple du bœuf, c'est pas vraiment du CO2 en majorité qui est émis, c'est du méthane, mais on convertit tout en CO2, c'est-à-dire que en gros, c'est le même impact pour le climat, les mêmes dommages qu'une tonne de CO2, même si c'est pas en l'occurrence du CO2. Et donc, on a toute cette production et cette consommation qui émet des gaz à effet de serre. Et donc, c'est bien ces tonnes de CO2 qu'on veut réduire. Et donc, pour les réduire, on peut faire appel à différents instruments de politique publique. Et en fonction des pays, on utilise, mais même à l'intérieur d'un pays, différents types d'instruments. Donc, un instrument qu'on connaît bien, c'est par exemple la taxe carbone. Donc, ça consiste tout simplement à taxer les biens en fonction des émissions de carbone. Et puis, il y a d'autres instruments qui existent. Il y a un marché européen d'échange de quotas d'émissions, qui est un instrument très important sur lequel on va revenir, je pense. Mais l'idée, c'est que pour les installations, donc les industriels qui émettent au-delà d'un certain seuil d'émissions de CO2, enfin d'équivalent CO2, elles sont soumises au marché d'échange européen de quotas carbone. Et l'idée, c'est que à chaque fois qu'elles émettent une tonne de CO2, en contrepartie de cette tonne, elles doivent acheter sur un marché européen un quota d'émissions qui leur donne le droit en fait d'émettre cette tonne de carbone. Donc ça renchérit leur coût de production. Mais donc ça, c'est des instruments que les économistes appellent les instruments prix. Mais il existe d'autres instruments de politique économique, comme des normes des normes de production, ou alors comme des subventions. Des subventions pour des actions qui vont en faveur de la transition énergétique et donc vers des modes de production et de consommation moins polluants. Donc si on prend l'exemple par exemple de l'Inflation Reduction Act, dont je pense dont on va parler, qui est la politique américaine, il y a beaucoup de subventions, de crédits d'impôt, par exemple, si on produit de l'électricité décarbonée, les producteurs reçoivent des crédits d'impôt, pareil pour les ménages. Donc il y a toutes ces différentes politiques qui existent, et donc les différents pays, donc ils ont un objectif commun qui est de réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre, mais ils diffèrent à la fois par leur degré d'ambition. Donc il y a des pays qui sont plus ou moins ambitieux. Donc l'Union européenne est plutôt très ambitieuse dans le paysage mondial, et ils diffèrent aussi par les instruments qu'ils mettent en œuvre. Et donc ces différences-là, à la fois d'ambition et d'instruments, font que ce qui va se passer sur les coûts de production des entreprises qui sont localisées dans ces différents endroits va être différent en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Et donc, ça peut générer évidemment des problèmes de distorsion de concurrence avec des endroits où produire des biens polluants coûte très cher, et puis des endroits où ça coûte beaucoup moins cher, avec le risque de ce qu'on appelle des fuites de carbone, qui est qu'en fait, les endroits où on a des politiques climatiques qui sont très laxistes se spécialisent justement dans la production de biens très polluants, dont le processus est très polluant. Et donc, on perd une partie de l'efficacité des réductions environnementales qu'on cherche à faire, des réductions d'émissions qu'on cherche à faire localement. Alors justement, ça c'est important parce que qui dit compétitivité dit concurrence des entreprises entre entreprises au sein d'un même pays, mais également concurrence des entreprises d'un pays par rapport à un autre pays. Mais avant d'aborder un peu la comparaison, je vais dire, relative de la stratégie européenne par rapport à d'autres pays, Cécilia, peut-être un mot sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, hein, qui finalement va devenir l'instrument prédominant dans la stratégie européenne une fois que les quotas gratuits seront supprimés.
Oui, alors effectivement, donc bonjour à tous en effet. Donc Fanny le disait tout à fait. Donc jusqu'à présent, disons, l'outil central de la politique climatique européenne était ce système d'échange de quotas. Donc l'idée de dire, on va décider qu'on a des émissions globales totales qui sont plafonnées, et donc si vous voulez émettre, vous devez acheter des quotas et donc pour d'émissions, et en fonction du coup de la demande totale de quotas, on va avoir un prix qui va se fixer sur ce marché-là. Donc ça, c'était quelque chose de central. Le sujet, c'est que en fait, prenons une entreprise européenne qui doit payer ses quotas, donc ses coûts de production vont augmenter. Et donc, est-ce qu'elle va avoir une incitation en fait à faire quoi? À déplacer sa production dans un autre pays, dans un pays où elle ne paye pas de quotas, où elle les paye moins cher, où il y a d'autres types de régulations qui sont moins chères pour elle. Et donc, on va avoir donc exactement ce qu'expliquait Fanny, donc une fuite de carbone. Au lieu d'avoir des émissions en Europe, on va avoir des émissions dans une autre partie du monde qui, elles, ne seront pas régulées, qui ne seront pas poussées à la baisse. Ça, c'est ce qu'on appelle une fuite de carbone directe. Il y a d'autres types de fuites de carbone aussi qui sont un peu plus complexes. C'est que, restons donc en Union européenne. Fanny le disait, on a une politique qui est ambitieuse, donc ce qui veut dire que de façon un peu globale, l'idée générale, c'est de pousser à la baisse la consommation d'énergie fossile européenne. L'Union européenne est quand même un grand consommateur d'énergie fossile. Elle a un point important sur les marchés internationaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À terme, on consommera moins d'énergie fossile, on en apportera moins, et donc sur le marché international, le prix de l'énergie fossile va avoir tendance à baisser. Ce qui fait que ça va inciter tous les pays, tous les consommateurs des pays qui n'ont pas de politique climatique ou pas de politique climatique ambitieuse à consommer davantage d'énergie fossile. Et donc, indirectement, on va avoir un autre type de fuite via les prix relatifs de l'énergie. Donc voilà, tout ça pour dire, on a des fuites. On sait qu'elle devrait exister, on va revenir dessus sur, je pense, combien ça a été jusqu'à présent, etc. Mais on a des fuites. Et donc, le sujet, c'est que ces fuites, on vient de le dire, quelque part, ça diminue complètement l'efficacité de la politique européenne, puisque ce qui compte au final au niveau environnement, c'est l'émission de la tonne de carbone, c'est pas forcément le lieu où elle a été émise. Et donc, c'est un peu embêtant de réguler chez nous et au final avoir une émission ailleurs. Et donc, depuis le début, l'Union européenne s'est souciée de ces effets de fuite, et donc elle a mis en place initialement un instrument pour les limiter, qui était de dire que pour les entreprises qui étaient soit très intensives en émissions et exposées au commerce international, ou pour les entreprises qui étaient extrêmement exposées au commerce international, il allait y avoir ce qu'on appelle une allocation gratuite des quotas d'émissions. Donc en fait, ces entreprises-là ne payaient pas ou uniquement marginalement leurs quotas d'émissions. Elles les recevaient gratuitement. Et donc ça, on voit bien, elles n'ont plus à avoir un surcoût de production lié aux émissions, donc elles auront moins tendance à déplacer leur production. Le problème, c'est que, on le voit bien aussi, le signal prix de la politique européenne disparaît pour ces entreprises-là, ou disparaît en grande partie. Et donc, aujourd'hui, il y a déjà avec la nouvelle commission, on a essayé de repenser ce système-là. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va arrêter d'avoir ces systèmes d'allocation gratuite. Toutes les entreprises vont devoir payer pour leur quota d'émissions, mais par contre, celles qui sont très exposées au commerce international, on va essayer de les protéger des pertes de compétitivité. Surtout, on va essayer d'éviter qu'elles déplacent leur production ailleurs. Comment on fait ça? On ajuste à la frontière, d'où mécanisme d'ajustement carbone à la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on demande aux importateurs de certains produits, pour l'instant c'est uniquement certains produits qui sont très émetteurs, ciment, acier, fer, un peu de métallurgie, fertilisants, il y a une liste très, très précise. On demande donc à ces importateurs-là, 1, de déclarer leurs importations, 2, de déclarer les quantités de gaz à effet de serre qui ont été émises par la production de ces biens. Et 3e étape, on va leur demander, pour chaque tonne de carbone émise, d'acheter en fait des quotas au même prix que le prix qui existe sur le système d'échange européen. Et donc, quelque part, on va faire payer les émissions à la frontière au moment de l'importation de biens sur le territoire européen, ce qui veut dire que l'incitation à délocaliser, produire ailleurs pour ensuite réimporter en Union européenne, donc produire ailleurs pour ne pas payer le prix du carbone et réimporter ensuite, cette incitation-là va être beaucoup plus faible.
Donc ça, c'est le mécanisme d'ajustement carbone. Et ensuite, il faut se poser la question de est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace que ce qu'on avait avant. Donc, on peut en parler maintenant, on peut en parler après, un peu comme tu préfères. Alors, peut-être garder ça en suspens pour dans toutes ces questions abordées par Fanny et par Cécilia. Lionel, on a vu que l'accord de Paris se traduit par une série d'engagements nationaux. Certains essayent d'être un peu plus rapides que d'autres. J'ai une question ici qui demande pourquoi la France s'évertue à être un peu plus vertueuse que ses concurrents mondiaux. Quels sont les grands messages du rapport Pisani-Mahfouz que tu as coordonné sur ces questions-là? Bon, la question qui a été posée par une auditrice ou un auditeur est une très bonne question, en fait, parce que, comme ça a été dit dans les 2 interventions précédentes, quand 1 tonne de carbone est émise, l'aller-retour New York, c'est en classe éco. En première classe, c'est plus. Donc, parce que les sièges sont plus espacés. Donc, cette tonne de carbone qui est émise, elle est là pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle soit émise au départ à Charles de Gaulle ou en arrivant de l'autre côté ou au milieu de l'Atlantique. Elle est en l'air et c'est un gaz à effet de serre qui est là pour tous les pays riches, pour les pays en voie de développement, pour les pays émergents. De la même façon, le gaz à effet de serre qui est émis dans un pays émergent, eh bien, il est là pour tout le monde, il est là aussi pour nous. Donc la question qui se pose à la fin, c'est à quoi bon se donner beaucoup de mal. Donc on va revenir de façon récurrente sur cette question. La bonne réponse, c'est évidemment qu'on est devant un problème que les économistes appellent un problème d'action collective. C'est-à-dire collectivement, on a tous intérêt à ce que chacun fasse quelque chose, mais individuellement, on a intérêt à ne rien faire. Et donc, ce qu'a choisi comme voie pour avancer l'Union européenne, et on va reparler du contexte international dans une seconde, mais ce qu'a choisi comme voie l'Union européenne, c'est d'agir, de commencer, de montrer le chemin. Et la difficulté que ça pose, c'est que quand on agit de façon isolée, quand c'est non coordonné au niveau international, quand ce jeu est non coopératif entre les pays, eh bien certains émettent moins, c'est coûteux, et d'autres émettent plus. Donc comment protéger notre économie, comment protéger notre compétitivité, puisque c'est le thème de ce rapport thématique, comment protéger notre compétitivité tout en essayant de réduire nos émissions. C'est tout l'enjeu de l'ensemble des politiques européennes qui sont sur la table et qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, les grands messages peut-être de ce rapport, puisque tu me demandes cela, c'est un rapport qui, au fond, dit des choses très, très simples. La première chose que dit ce rapport, c'est que cette question des politiques de transition climatique, elle doit être posée en économie ouverte. Donc, après ce que je viens de dire, c'est totalement évident. Mais quand on a commencé à réfléchir sur ces questions de politique de transition, pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays, et peut-être même au début en Europe, on n'a pas assez réfléchi en économie ouverte. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur lequel ce rapport insiste. Il faut réfléchir aux politiques de transition d'abord en se disant qu'on est dans une économie ouverte et qu'on fait face à ce problème donc d'action collective au niveau international. La deuxième idée, elle a déjà été évoquée par Fanny et par Cécilia, c'est que les ambitions, les instruments sont différents au niveau international. Les pays sont différents, je vais y revenir. La troisième idée, c'est que si les pays font des choses différentes ou ont des ambitions différentes, eh bien, cela va poser des problèmes de fuite de carbone, des problèmes de concurrence, des problèmes d'attractivité. Et la dernière idée, il n'y a que 4 idées dans ce rapport, il faut être simple, c'est que ce qui, au fond, est au cœur du problème d'action collective, ce qui empêche de s'asseoir les 200 pays autour de la table et de trouver une solution absolument satisfaisante, c'est que pour l'instant, et peut-être encore pour longtemps, eh bien, on n'est pas capable, nous économistes, de définir une jauge commune des efforts qui sont fournis par les différents pays. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas. Il y a tout un tas d'essais qui sont faits par des institutions internationales notamment, mais on va y revenir. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver une métrique, une jauge commune des efforts qui sont faits par chacun. Et donc c'est très différent
de la situation où on aurait cette jauge commune et où on pourrait répartir les efforts. Mais on ne sait pas comment répartir les efforts puisqu'on ne sait pas comment mesurer les efforts. Alors, je détaille un petit peu plus ce que je viens de dire sur l'idée qu'il faut raisonner en économie ouverte. Eh bien, il y a tout d'abord, si on prend le point de vue français, le fait que beaucoup d'engagements climatiques de la France sont des engagements qui sont pris à Bruxelles. Donc, il ne faut pas penser que la France a une liberté complète d'action. Il y a un certain nombre de choses qui sont décidées avec nos partenaires européens. Et donc, on est contraint de ce côté-là par les engagements qui sont pris au niveau européen et avec lesquels la France est complètement en ligne. Donc ça, c'est une première couche de difficulté. La deuxième couche dont il faut parler, c'est ce fameux accord de Paris. Cet accord de Paris, il va inscrire l'effort européen dans un cadre international qui est le moins mauvais cadre qu'on a trouvé jusqu'ici. Pourquoi le moins mauvais cadre qu'on a trouvé jusqu'ici? Eh bien parce qu'au départ, on a essayé d'avoir un cadre qui était beaucoup plus, disons, qui mordait plus, qui s'imposait plus aux politiques des pays, qui était Kyoto. Et puis on avait dit, Kyoto, ensuite, on va l'élargir. Et on a eu une fameuse conférence à laquelle on a essayé d'élargir Kyoto et c'était un désastre absolu. Et donc, comme ça ne marchait pas, cette solution où on imposait des choses aux pays, donc top-down, eh bien, on a fait, avec l'accord de Paris, exactement le chemin contraire. Et on a dit aux pays, eh bien, est-ce que vous pourriez annoncer, chacun d'entre vous, des objectifs, donc ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Donc chaque pays annonce des objectifs correspondant à ce qu'il peut faire, parce qu'un pays pauvre peut faire moins qu'un pays riche. Et puis il y a aussi tout le contexte politique interne qui fait que c'est plus ou moins facile. Donc chaque pays annonce ce qu'il va faire. Ensuite, on fait l'addition de tout cela. Et on se retrouve de façon régulière dans ce qu'on appelle les COP. Alors, toutes vos auditrices et auditeurs ont tous entendu parler des COP, donc ces grandes conférences, ces grands messes, où on se retrouve. Et juste avant, chaque pays envoie de nouvelles contributions, de nouvelles propositions de réduction de ses émissions avec des politiques attachées à cela. Et donc, ça pose deux problèmes qui ont été identifiés par un autre prix Nobel, qui n'est pas Paul Krugman cette fois-ci, mais Nordhaus. Et le premier problème, c'est que ça n'est pas coordonné, cette action collective. On n'a pas un planificateur omniscient au niveau international qui répartirait les réductions d'émissions entre les différents pays au prorata de ce que ces pays peuvent faire ou doivent faire. Nous n'avons pas cela, ça n'est pas coordonné. Et donc, ça n'est pas complètement efficace. Et non seulement ça n'est pas coordonné, mais ça n'est pas quelque chose qui s'impose aux pays. C'est l'objectif que les pays annoncent, mais il n'y a pas de sanction internationale, si ce n'est qu'on est pointé du doigt, mais il n'y a pas de sanction internationale si on n'atteint pas cet objectif. Et donc Nordhaus nous a dit, eh bien voilà, là vous avez les deux conditions pour que ça ne marche pas. Ce n'est pas coordonné, et donc quand on fait la somme des annonces de chacun, ça ne suffit pas pour atteindre le 1,5 degré ou les 2 degrés de réchauffement auxquels on voudrait limiter les problèmes climatiques que nous avons. Et en plus, non seulement ce n'est pas coordonné, mais ça n'est pas quelque chose qui s'impose vraiment aux pays, et donc la plupart ne le feront pas ou tenteront de le faire, mais n'y arriveront pas, et donc on court à la catastrophe. Donc ça, c'est l'aspect international qu'il faut avoir en tête. Alors, pour redire ce qu'a dit Fanny, parce que la pédagogie est faite de répétitions, mais de façon un petit peu différente, je crois qu'il y a deux dimensions de l'hétérogénéité qu'il faut bien distinguer. La première, et c'est bien expliqué, je pense, dans le rapport, la première, c'est que les pays autour de la table ont le même objectif et certains vont avoir le même instrument. Ils ont le même objectif, le même instrument, mais une ambition différente. Donc ça, c'est un premier type de problème. Par exemple, cet instrument, ça va être le prix du carbone. Donc on a le même objectif, réduire les émissions, le même instrument, le prix du carbone, mais une ambition différente. Donc, comme le disait Cécilia, des prix du carbone différents. À ce moment-là, s'il y a des prix du carbone différents, ça a déjà été expliqué, nous avons des fuites de carbone, nous avons une perte de compétitivité. Et donc, pour essayer d'enrayer cela, eh bien, on fait des allocations gratuites. Et les allocations gratuites de quotas d'émissions ruinent la politique qu'on avait mise en place. Et donc, on n'est pas parti pour atteindre nos objectifs.
Donc ça, c'est une première situation. Puis il y a une deuxième situation qu'il faut bien distinguer, et dans l'esprit, quelquefois des commentateurs, les deux situations sont un peu les mêmes, mais ça n'est pas la même. C'est une situation où on a toujours le même objectif, réduire les émissions, mais des instruments différents. On va atteindre cet objectif par des voies différentes, avec des politiques différentes. Et ça, c'est ce qui nous sépare aujourd'hui, quand on regarde l'administration Biden versus la Commission européenne, c'est ce qui nous sépare de nos amis américains. Et donc, ça crée des distorsions de concurrence, cette situation. Ça crée des problèmes de perte d'attractivité du territoire européen. On a moins d'investissements. Et donc, une illustration, tu l'as déjà évoqué, c'est ce fameux Inflation Reduction Act, dont on va reparler, et qui est la source à la fois de distorsions de concurrence et de problèmes d'attractivité pour les Européens. Donc, je termine sur la jauge commune des efforts. On s'était mis d'accord pour dire que je ne parlerai que quelques minutes de ce qu'il y avait dans le rapport, mais le rapport est quand même long, et donc j'économise le temps de nos auditeurs qui n'auront pas à lire tout en détail. Donc, cette absence de jauge commune, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout tourne autour du prix du carbone, ça a été dit déjà. Hein. Voilà. Donc, il y a différentes situations. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le prix du carbone explicite. Donc ça, c'est facile. On regarde le fameux marché des quotas européens dont on a parlé. On peut regarder sur Internet et il y a un prix. Tous les jours, il y a un prix. Il y a un prix courant et puis il y a un prix des futurs. Donc, on peut voir ce prix. Donc ça recouvre en fait toutes les incitations marginales à décarboner qui s'appuient soit sur une taxe carbone, soit sur un système de permis échangeable. C'est le système européen. Prix du carbone explicite. C'est ça qui va être compensé dans le CBAM, dans le MACF, pardon, il ne faut pas que je le dise en anglais. Donc c'est un premier étage de la fusée. Il y a un deuxième étage de la fusée qui est un peu plus compliqué, qui est ce que l'OCDE appelle le prix du carbone effectif. Et donc là, on regarde toutes les politiques qui sont mises en place pour effacer du carbone. Donc ça peut être des subventions, ça peut être beaucoup de choses, des réductions d'impôts, etc. On regarde combien ça coûte, combien de milliards ça coûte. On regarde avec cela combien de CO2 on diminue, on abat. Et le ratio de combien ça coûte à combien ça rapporte, c'est le prix du carbone effectif. C'est ce que propose l'OCDE. Mais on peut faire beaucoup plus. Et le Fonds monétaire international, comme beaucoup d'économistes d'ailleurs, propose ce qu'on appelle un prix du carbone implicite. Et ça, le prix du carbone implicite, c'est le prix du carbone que l'on va calculer avec une modélisation, avec un modèle. On reparlera des modèles tout à l'heure. Et donc, on regarde toutes les politiques qui sont adoptées, de combien ces politiques abattent les émissions et quel serait le prix du carbone dans le modèle qui permettrait d'arriver au même objectif pour abattre les émissions. Donc, on voit bien qu'il y a différentes façons de mesurer, que pour l'instant, on n'est pas tombé, par exemple, d'accord sur le bon modèle pour faire cela. Et donc, quand on est autour de la table, les 200 pays, quand on est dans une COP, eh bien, on ne sait pas bien comment mesurer les efforts qui sont réalisés par chacun. Et c'est ça vraiment le cœur de la difficulté. C'est en tout cas ce que l'on a expliqué dans le rapport. Alors, merci beaucoup. Et puis, l'objet quand même du débat, c'est le rapport, donc c'est important de le détailler. Peut-être avant de parler de ce que l'on sait vraiment empiriquement, ce que nous disent les études, les difficultés de modélisation et autres, je voudrais poser juste une question qui vient à Fanny et à Cécilia, une question que je reçois d'un auditeur ou d'une auditrice. C'est la question pour toi, Fanny. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de sobriété qui pourrait être nécessaire pour diminuer nos importations et réduire par ce biais-là les difficultés de concurrence, mais également d'émissions carbone? Et puis, un des participants, Cécilia, mentionne qu'en 2009, l'OMC avait proposé un mécanisme de frontière avec une taxe à l'import et à l'export, qui était une sorte de mécanisme via type TVA, qui n'a pas été mis en place. Donc peut-être dernière question aussi, c'est évidemment une question beaucoup plus engagée, c'est de dire est-ce que finalement en Europe, comme on est dans un monde qui n'est pas coopératif pour le moment,
On ne sait pas ce que deviendra le multilatéralisme, mais certains observateurs disent que tel qu'on l'a connu dans le passé, cette version-là du multilatéralisme est révolue. Est-ce qu'on n'essaye pas en Europe d'être plus catholique que le pape, hein? La Commission européenne a annoncé pour 2040 un objectif de diminution de 94% par rapport à 1990 des émissions, alors qu'on voit que de l'autre côté, nous, on est plutôt sur des instruments de marché via la taxe carbone, et que d'autres pays, finalement, comme la Chine et les États-Unis, sont plutôt dans l'optique subvention. Donc, Fanny, peut-être, côté sobriété. Oui, alors volontiers. Donc sur la sobriété, je pense qu'effectivement, ça fait partie des solutions, mais ce n'est pas du tout incompatible, au contraire, avec le fait qu'il y ait un prix du carbone et qu'il y ait un mécanisme d'ajustement aux frontières. Puisque que font la taxe carbone ou le fait d'avoir, ou les normes, et le mécanisme d'ajustement aux frontières, l'effet, c'est bien d'augmenter le prix des biens polluants, et donc l'objet, c'est bien de diminuer la consommation de ces biens polluants. Donc c'est bien en partie. Donc c'est bien une forme de sobriété. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si on fait beaucoup de sobriété à l'échelle de la France ou de l'Union européenne, et que le résultat de ça, c'est que, pour reprendre les fuites de carbone sur le marché de l'énergie dont parlait Cécilia, que l'effet de ça, c'est que comme on réduit la demande pour les énergies fossiles, eh bien les producteurs d'énergie fossile baissent leur prix pour quand même écouler leur pétrole, leur charbon et leur gaz, et que donc ces énergies fossiles se retrouvent utilisées en quantité encore plus importante dans d'autres pays, c'est pas l'objectif quand même de la politique climatique. Ce qu'on veut, c'est réduire les émissions, mais donc voilà, la sobriété n'est pas incompatible avec le fait qu'il faut quand même se préoccuper des problématiques internationales et du fait qu'on est en économie ouverte. Il y a eu un rapport thématique sur la sobriété aussi, qui a fait l'objet d'un autre podcast, je crois. Qui était exactement une autre web conférence. Pour revenir sur Cécilia, sur le MACF, hein, donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, peut-être un mot avant de parler de ce que l'on sait empiriquement sur tous les risques potentiels qu'on vient de dénoncer. Que sait-on exactement de l'évaluation ou de l'efficacité du MACF par rapport aux autres stratégies qui sont faites, notamment aux États-Unis et en Chine? Alors, il y a eu dans l'ordre. Il y a eu plusieurs, historiquement d'ailleurs, il y a eu plusieurs tentatives d'évaluer les impacts d'un ajustement carbone à la frontière. Toute la difficulté, c'est d'essayer d'évaluer l'ajustement carbone à la frontière tel qu'il est aujourd'hui mis en place par l'Union européenne. En fait, il fallait un peu courir après les décisions du Parlement européen et de la Commission. Et c'est important parce que le diable est vraiment dans les détails, c'est-à-dire en fonction de comment on le construit, on n'a pas les mêmes impacts environnementaux et économiques, et on revient un peu à la question OMC, on n'a pas la même compatibilité avec les règles qui régissent le commerce international. Alors, on peut s'en soucier plus ou moins. Aujourd'hui, on sait que l'OMC est un peu à l'arrêt et on a des discussions autour de ça. Mais voilà, le choix de l'Union européenne a été de construire un instrument le plus efficace possible, de bonne foi, mais également le plus compatible possible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc voilà, on a avec Lionel, en fait, on a travaillé sur cette question de l'impact de l'ajustement carbone à la frontière. Donc c'est un papier qui est sorti l'année dernière, et on a essayé de le faire avec on a publié sur la base des dernières décisions qu'on connaissait fin 2022. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Alors d'abord, peut-être la question environnementale. La question qu'on s'est vraiment posée était de se dire, OK, est-ce que on a des fuites? Oui. Est-ce que le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière est plus efficace que l'allocation gratuite des quotas pour les limiter? Puisque au final, c'est bien ça la question. Pour l'Union européenne, on remplace l'allocation gratuite par l'ajustement carbone. Et donc la réponse est plutôt oui. C'est-à-dire si on veut commencer à mettre quelques chiffres et jalonner un peu ce chemin-là,
ce qu'on a regardé, donc, nous, on a fait les émissions, on a regardé les fuites carbone, on les a cumulées, puisqu'en fait, une fois qu'une tonne de carbone est émise dans l'atmosphère, elle y reste un certain temps. Donc, on a cumulé de 2021 à 2040, puisqu'on était on a utilisé un modèle, et donc on a fait des simulations, on a essayé de projeter le monde et les économies de l'Union européenne, mais aussi des autres pays à l'horizon 2040, et on a regardé ce qui se passait dans ce monde. Et donc, première chose à garder en tête, politique européenne sur la base de ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris et avec des actions de certains autres pays aussi sur la base de ces engagements-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a des fuites, que ces fuites directes ou indirectes, donc tout confondu, sont de l'ordre, cumulé donc à nouveau d'ici 2040, de 21 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Alors, c'est gros, c'est petit. C'est, pour vous donner une idée, un peu 1 an et 8 mois d'émissions de la Chine. Aujourd'hui, l'Union européenne, en 2021, a émis 3,5 milliards de tonnes. Donc ça, c'est un peu les ordres de grandeur. L'autre ordre de grandeur qui peut être intéressant là-dessus, c'est que ces 21 milliards de tonnes représentent en fait les 3/4, 76%, les 3/4 des réductions des émissions européennes grâce à la politique climatique. Je le dis autrement, si on ne fait rien pour limiter les fuites, d'ici 2040, les 3/4 de nos efforts sont de fait émis ailleurs dans le monde. Donc on a quand même un sujet, même en termes de responsabilité globale en matière climatique, il est important de faire quelque chose là-dessus. Et d'autant plus parce que ce genre de fuite rend la politique très peu efficace et donc très coûteuse. Donc ça, c'est ce qui se passe si on n'a rien. Si on met en place, avec les allocations gratuites, on a bien une baisse de ces fuites qui, du coup, tombe à peu près à 14-15 milliards de tonnes et donc un taux de fuite de 50%. Donc la moitié de nos efforts sont en fait émis ailleurs. Donc c'est quand même déjà pas mal. On met en place l'ajustement carbone tel qu'on l'a imaginé. Donc on pourrait discuter de si ce n'est pas comme ça, mais bref, tel qu'on l'a imaginé, donc assez proche de ce qui se passe, de ce qu'a décidé la Commission, on tombe à un taux de fuite qui est de 30%. Donc, message, si j'essaye de revenir, 1, le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière est plus efficace que les allocations gratuites pour limiter les fuites. 2, l'ajustement carbone à la frontière ne tue pas les fuites, c'est-à-dire qu'il en reste, on le sait, c'était prévu, parce que théoriquement on le sait. En fait, l'ajustement carbone ne peut rien contre les fuites indirectes, celles qui passent par les marchés de l'énergie. Et deuxième chose, en fait, il reste des fuites parce que l'ajustement carbone protège certains secteurs, mais ne protège pas l'aval de ces secteurs, pour plein de raisons. Mais du coup, il y a des fuites qui se passent par l'aval. Donc, on peut y revenir sur les détails. D'accord. Puis, alors, justement, puisqu'on est en économie ouverte, on a des hypothèses pour le moment sur le comportement probable des partenaires. Qu'est-ce que nous disent actuellement les études économiques au niveau qu'est-ce que l'on sait ex post, ex ante? Fanny, tu veux peut-être... Oui, donc le modèle dont Cécilia a parlé, c'est un modèle qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire qu'il essaye de modéliser ce qui va se passer dans le futur. Pour ce qui est des études ex post, il en existe. Un certain nombre, mais on ne voit pas grand-chose sur ces études ex post. En général, ce qu'elles disent, c'est que le fait d'avoir un prix du carbone donc sur le marché d'échange européen de quotas n'a pas conduit à beaucoup de fuites de carbone. Et il y a une raison très simple pour laquelle elle trouve ça, c'est que jusqu'en 2018, le prix des quotas sur le marché européen d'échange de quotas carbone était vraiment tout petit. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, je pense qu'il est autour de 70 €. Il y a un mois ou quelques mois, il était à 100 €. Et entre 2012 et 2018, il était autour de 5 € par tonne de CO2. Donc on voit bien que là, on rentre dans un nouveau monde, quoi, parce que le prix a été multiplié par 20 ou par 10 au moins. Et donc, elle nous informe un petit peu, ces études ex post économétriques, mais on peut. Voilà, c'est quand même un nouveau monde avec des contraintes beaucoup plus importantes dans lequel nous rentrons. Voilà, donc ça, c'est pour les fuites directes. Pour les fuites indirectes sur les marchés de l'énergie, là aussi, il y a quelques études qui regardent, par exemple, au moment du boom du gaz de schiste aux États-Unis, de combien ça a baissé le prix du charbon, qui est en concurrence avec le gaz, et comment ça a augmenté les exportations de charbon vers d'autres pays. Là aussi, c'est tout petit, mais c'est parce que, encore une fois, ça représente des petits montants par rapport à ce qui nous attend si on veut vraiment arriver à un monde
à zéro émission nette en 2050. Oui. Juste pour compléter, effectivement, nous, on trouve ces effets de fuite importants parce qu'on est le monde qu'on projette est un monde dans lequel on pense, les pays, en particulier l'Union européenne, va respecter ses objectifs, elle va les atteindre, mais ce qui veut dire que nous, on a un prix du carbone à 2040 qui est plutôt dans les ordres de grandeur des 200 € la tonne. Donc aujourd'hui, je regardais hier, il était à 60 € la tonne. Voilà. Donc, forte augmentation. Alors, dans justement le rapport thématique que tu as encadré, Lionel, il y a une section que j'aime beaucoup, c'est ce que disent et ne disent pas les modèles. Alors, quelle est l'approche ou le point de vue qui est pris dans le rapport Pisani-Mahfouz sur ce sujet? Bon, alors ça a été un chapitre un peu délicat à construire parce que ça nous semblait utile d'informer les politiques économiques de la lecture qu'on pouvait faire des résultats des modèles, parce qu'il en circule beaucoup, des résultats. Il y a un certain nombre de modèles qui sont utilisés en France, il y a un certain nombre de modèles qui sont utilisés au niveau européen qui sont encore différents, etc. Donc, quelle lecture on doit avoir de tout ça? Alors, la première chose, le point de départ, c'est que ces modèles sont indispensables. C'est-à-dire on peut raconter beaucoup d'histoires, mais si on n'a pas d'outils pour quantifier ce qui pourrait se passer, en plus des outils pour regarder ce qui s'est passé, on n'y arrivera pas. Et donc, quand on prend des décisions de politique économique, c'est utile d'avoir ces outils. Ces outils doivent être considérés comme des cahiers de brouillon, d'une certaine façon. Ça sert à réfléchir. On pose des hypothèses, on fait des scénarios, on regarde les résultats. On dit, ah oui, mais avec le même modèle, si je fais un scénario différent ou des hypothèses différentes, ou si la Chine devient plus grande, ou l'Inde plus grande, ou la Chine plus petite par rapport, etc., qu'est-ce qui se passerait? Donc, c'est vraiment à ça que servent ces modèles. Après, ce que disent ces modèles à l'euro près ou à la tonne de carbone près, évidemment, ça n'est pas le sujet. Ce sont vraiment des cahiers de brouillon pour réfléchir, qui donnent des ordres de grandeur, qui illustrent des mécanismes, qui permettent de comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, sur cette base assez, je crois, raisonnable d'utilisation des modèles, nous avons conduit 3 simulations. Nous avons mobilisé 3 modèles qui étaient sur la table d'une certaine façon pour les politiques en France. Donc, le premier, c'est SRIMI. Donc, c'est un modèle qui a été développé par l'OFCE et l'ADEME. Le deuxième, c'est Vulcain, qui est un modèle qui a été développé par le Commissariat général au développement durable. Et le troisième, dont a parlé un petit peu Cécilia déjà, c'est Mirage, donc qui a été développé par le CEPI. Donc il y a différents modèles, et l'intérêt d'avoir différents modèles, c'est qu'ils disent des choses différentes parce qu'ils sont construits sur des bases différentes. Donc en 2 mots, le modèle SRIMI, c'est un modèle sur lequel on a fait un choc de fiscalité. Sur les importations de biens et services intermédiaires qui venaient de l'extérieur de l'Union européenne. Et ce choc de fiscalité, c'est une fiscalité sur le carbone qu'ils contiennent. Et donc, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on a un détail sectoriel assez profond, notamment sur les secteurs qui posent problème. Et pour les aspects techniques, mais ça, c'est des choses qui n'intéressent que les économistes, c'est plutôt un modèle de type néo-keynésien avec des rigidités, des ajustements. Voilà, mais ça, c'est juste pour discuter entre nous. Le deuxième, Vulcain, c'est en réalité Vulcain 2, parce qu'il y a eu un Vulcain 1. Donc Vulcain 2, c'est un modèle très très stylisé, c'est une sorte de cahier de brouillon pour le coup, qui est très très bien pour faire des exercices très très stylisés, très rapides. Donc là, en l'occurrence, c'était un MACF stylisé qui a été modélisé. Et donc, c'est ce que les économistes appellent un modèle d'équilibre général calculable. Et celui-ci est statique, c'est-à-dire on regarde une situation, on choque le modèle et on regarde ce qui serait la situation de l'économie après ce choc, mais il n'y a pas de dynamique à la différence donc de l'ajustement dans SRIMI ou du modèle suivant dont je vais parler. Voilà, on compare 2 équilibres différents. Et donc là, ce qui est fait dans le modèle, c'est regarder ce qui se passe. Enfin, dans le modèle, on peut faire beaucoup de choses, mais dans le rapport, qu'est-ce qui se passe quand on réduit le plafond d'émissions? Donc, l'idée qui a été évoquée déjà par Cécilia, c'est que l'Europe s'est fixé un plafond d'émissions qui va diminuer chaque année à un horizon. Puis tu as dit qu'on avait encore renforcé la semaine dernière cet horizon pour arriver à quelque chose comme 90% de réduction par rapport à 1990.
Donc là, c'est ce qui est fait avec ce modèle. Et puis enfin, avec le modèle Mirage, donc un modèle du même type, c'est-à-dire un modèle d'équilibre général calculable, mais cette fois dynamique. Avec 27 secteurs, 28 régions, je ne rentre pas dans les détails, et bien là, on a simulé le MACF, donc c'est le type de travail qui a été évoqué par Cécilia, mais on l'a fait en regardant l'Europe. Donc l'objet n'est pas la France, l'objet est l'Europe, alors qu'avec Streamy, l'objet était la France. Donc on a un panel, un éventail de modèles qui peuvent être utilisés pour questionner le sujet en partant de bouts différents. Alors qu'est-ce qu'on retire de tout cet exercice, puisque c'est le sens de ta question? Je ne l'oublie pas, je ne l'élude pas surtout. Donc la première chose, c'est qu'il y a dans ces modèles ce que les économistes appellent une question de droit de douane optimal. C'est-à-dire quand on est un grand pays et qu'on met un droit de douane à la frontière, eh bien, des pays qui exportent vers le pays qui a mis en place le droit de douane doivent s'ajuster, parce que sinon ils perdraient un grand marché, vont ajuster leurs prix. Et donc, en fait, on va bénéficier donc, de cette baisse des prix. Et le grand pays qui met en place un droit de douane va modifier les termes de l'échange, les rapports des prix des imports et des exports, ou des exports et des imports, à son avantage. Les prix internationaux vont se modifier à son avantage, ce qui va créer un bénéfice économique pour le pays qui met en place un droit de douane. Donc en général, les économistes disent mais les droits de douane, ça a plein de défauts. Mais quand on est un grand pays, comme par exemple les États-Unis, au hasard, eh bien, si on met un droit de douane, eh bien, ça peut avoir l'avantage que les autres pays ajustent leur prix et donc on tire un peu de substance économique des autres pays. Donc, c'est bénéfique au pays qui met en place le droit de douane, mais pas globalement, évidemment, puisque vous gagnez moins que ce que les autres perdent. Mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme qui est au cœur de ces modèles. Et donc, il y a, pour modéliser cela, la comparaison qui doit être faite par les consommateurs ou les producteurs qui achètent des consommations intermédiaires entre les produits domestiques, les produits nationaux et les produits importés. Et ça passe avec quelque chose qui s'appelle l'élasticité d'Armington. Donc, quand on met des mots aux choses comme ça, on paraît beaucoup plus savant. Et c'est pour ça que je le fais. Et donc, en fonction de cette élasticité, eh bien, le droit optimal va être à différents niveaux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va mettre une taxe carbone à la frontière ou un mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, à la fin, ça ressemble à un droit de douane, et donc ça aura le même effet que le droit de douane, selon les situations, selon les hypothèses sur l'élasticité et tout ce que je viens de dire, eh bien ça pourrait être bénéfique ou pas. Et donc on va pouvoir trouver, selon les modèles et selon le calibrage des modèles, qu'on gagne en PIB ou qu'on perd en PIB avec le même instrument, simplement parce qu'on a calibré le modèle un petit peu différent. Donc, c'est ça qu'on a dit en premier. La deuxième chose qu'on a dite, c'est qu'attention, il faut faire attention aux allocations gratuites. Si vous ne modélisez pas bien les allocations gratuites, vous n'allez pas arriver à bien comprendre ce qui se passe. Modéliser les allocations gratuites et leur suppression, ça a déjà été évoqué par Cécilia. Un troisième sujet, c'est qu'est-ce que vous faites des exportateurs qui perdent les allocations gratuites? Est-ce que vous leur restituez les allocations qu'ils ont payées ou pas? On aimerait bien le faire, sauf que c'est interdit à l'OMC, donc on ne le fera pas. Donc ça, il faut vraiment le modéliser, c'est très très important. Les fuites indirectes, on en parle dans le rapport, ça a déjà été évoqué largement par Cécilia, je n'y reviens pas. Ça dépend là de l'élasticité de l'offre des fossiles, des énergies fossiles, plus c'est élastique, etc. Voilà. Et deux points encore qui sont très importants. Le premier, c'est la décomposition géographique, parce que le modèle, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche donc on envoie un signal prix, c'est le prix du carbone, et le modèle, il va chercher l'allocation optimale des ressources dans un certain espace géographique qu'on va appeler un marché intégré pour ce nouveau prix du carbone. Et donc, ça ne va pas être la même chose si on dit que le marché qu'on regarde, c'est la France, si c'est l'Europe, etc. Donc la décomposition géographique, la désagrégation géographique va modifier la façon dont le modèle fonctionne et les réponses qu'il donne. Ça, c'est un point qui est très, très important. Et puis enfin, on y reviendra probablement, il y a ce fameux sujet qu'on appelle en bon français de reshuffling, donc, qui est simplement l'idée que si l'Europe met en place le mécanisme dont on a parlé,
Mais si une autre région du monde ne met pas en place ce mécanisme, eh bien les exportateurs qui exportent vers l'Europe vont spécialiser leurs unités de production propres, celles qui produisent avec de l'hydroélectricité pour faire de l'aluminium, pour exporter vers l'Europe, parce que l'importateur européen va dire bah non, il n'y a pas de carbone. Alors que les unités qui vont produire de l'aluminium avec du charbon, eh bien celles-là, on va les garder pour le marché intérieur du pays exportateur ou bien on va exporter vers un pays qui n'a pas de telle politique. Donc ce que montrent donc les comparaisons d'exercices que nous avons fait, c'est que tous ces éléments sont très très importants et nous paraissait absolument crucial d'informer les politiques économiques ou ceux qui font la politique économique de l'existence de tous ces éléments pour ne pas avoir une mauvaise interprétation du travail qui est fait par les économistes avec les outils dont ils disposent. Alors, sans vouloir jouer l'avocat du diable, compte tenu de la diversité des résultats que l'on a aujourd'hui et puis les limites que tu mentionnais au niveau de certaines modélisations, selon toi, dans quelle mesure on est à même aujourd'hui d'utiliser ces modèles pour des recommandations de politique économique et si oui, quelles sont-elles? Alors, évidemment, je suis économiste, donc je vais d'une certaine façon prêcher pour ma paroisse. Donc, je pense que oui, sur la base de ces modèles, en dépit de leurs limitations, on peut quand même faire des recommandations de politique économique. Et juste un clin d'œil, hein, la modélisation en matière de météorologie, c'est aussi quelque chose qui pose plein de sujets, et ça n'empêche pas les météorologues de nous annoncer la météo tous les matins, même si quelquefois il y a des petites erreurs. Donc il faut savoir quelles sont les limites des outils qu'on utilise et donc faire les recommandations de politique économique avec la prudence nécessaire compte tenu de ce que l'on sait sur les limites des outils que l'on utilise. Donc, les recommandations, le point numéro 1, c'est que si l'Europe a une ambition très grande en matière climatique, et elle l'a, dans un monde non coopératif, et c'est le cas en partie, ça ne va pas marcher. Et donc, ça ne va pas marcher. Et de ce point de vue, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont on a parlé, c'est l'outil qui est nécessaire. Il n'est pas parfait du tout, cet outil. Et on aurait éventuellement voulu qu'il soit un peu différent en s'éloignant des règles qui nous sont imposées par l'OMC ou en s'éloignant des règles qui nous sont imposées par l'Europe elle-même, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais en Europe, on a un sujet qui s'appelle l'unanimité sur les questions fiscales. Et donc, la réponse qui est à donner à l'auditrice ou l'auditeur sur mais pourquoi il n'y a pas une TVA carbone, etc., elle est toute simple. C'est-à-dire, l'OMC nous autoriserait à compenser une TVA carbone à la frontière. Donc, on pourrait compenser une taxe par une taxe. Mais le système d'échange de quotas que nous avons, spécifiquement, n'est pas une taxe, c'est une réglementation. Et donc, on ne peut pas compenser une réglementation par autre chose qu'une réglementation. Et donc, on ne peut pas compenser une réglementation par une taxe. Donc, ça n'est pas possible. Mais ça, c'est une question européenne. L'Europe aurait pu fonctionner différemment, mais il aurait fallu avoir unanimité entre les 27 sur le fait de mettre une taxe carbone, au-delà des problèmes d'économie politique que ça pose, de mettre une taxe carbone. Donc on n'a pas du tout les conditions nécessaires au niveau européen pour fonctionner à l'unanimité sur cette question fiscale en particulier. Donc les endroits où il y a des taxes carbone, c'est déterminé au niveau national. Mais il n'y a pas de taxe carbone européenne, c'est le système dont on a parlé. Donc ça, c'est la réponse. Donc je continue. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières n'est pas du tout parfait. Il a plein de limites, mais il est absolument indispensable. Et la deuxième chose qu'il faut absolument faire, c'est essayer de discuter avec nos amis américains. Donc ça, je peux en reparler dans un moment, si tu veux. Mais je pense que ça, c'est vraiment aussi l'autre recommandation. On a une grande partie du rapport où on examine ce qui se passe avec l'IRA, l'IRA. On compare avec les mécanismes européens, les subventions des deux côtés, parce qu'il y a aussi des subventions en Europe, on va y revenir. Et donc là, il est absolument nécessaire de bien s'entendre, si c'est possible, avec nos amis américains sur ces sujets. Donc je pourrais revenir sur ce point en rappelant l'historique de l'avancée des deux côtés de l'Atlantique sur les questions environnementales, mais je laisse ça pour un petit peu plus tard.
il va y revenir parce qu'effectivement, c'est un point assez important. Un point qu'on n'a pas encore abordé, Fanny, c'est l'accès aux ressources. Donc, dans ce monde multipolaire, si je puis dire, il y a effectivement, qui dit transition climatique, dit aussi recours à certains matériaux. Et quel est ton point de vue sur la question? C'est sûr. Donc on va passer d'un monde dans lequel on a besoin d'accès à des ressources qui sont pas en Europe déjà, qui sont les ressources fossiles en fait qu'on importe massivement, à un besoin de nouvelles ressources qu'on va utiliser pour l'électrification massive de tout ce dont on a besoin, puisque la transition énergétique en fait, elle passe par l'électrification des usages qu'on ne sait pas décarboner autrement, c'est-à-dire le transport notamment, mais aussi dans le chauffage, etc. Et puis les processus de production très polluants. Et donc on a besoin de batteries, on a besoin de production d'électricité. Et donc pour produire ces batteries, pour produire cette électricité, on a besoin de matériaux qui se trouvent aussi, tout comme le pétrole, en partie à l'extérieur de l'Union européenne. Donc ça, c'est un sujet qui est abordé très bien dans le rapport coordonné par Lionel. Là encore, on rentre largement dans un monde inconnu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment, collectivement, on va arriver à ce que tous les pays puissent quand même avoir accès à ces ressources-là. Bon, c'est tout comme le pétrole, ça pose un peu le même genre de problème. Je ne sais pas, Lionel, si tu veux. Oui, et ça me permet de rebondir sur la question des modèles. Donc, tu as bien compris ce que j'ai dit, hein. Il faut des modèles ex ante, il faut prendre en compte l'environnement international, il faut modéliser le sentier dynamique de l'économie mondiale, il faut prendre en compte les fuites. Tout ça, c'est vrai. Donc, il nous faut des modèles multinationaux, au fond, des modèles sectoriels multinationaux. Mais en plus, et ça c'est expliqué aussi dans le rapport, il va falloir combiner ce type de modélisation avec deux autres types de modélisation, ce qui rend l'exercice encore plus compliqué. L'un, c'est des modèles plus traditionnels macroéconomiques dans lesquels on va s'interroger sur l'accompagnement budgétaire, parce qu'on parle de subventions, mais l'argent vient d'où? On parle de taxes, mais est-ce qu'on restitue aux consommateurs les taxes, par exemple? Donc ça, c'est vraiment une question budgétaire, et puis une question d'inflation. Donc, est-ce que cette transition, elle est inflationniste ou pas? On peut penser que si on taxe le carbone, on modifie les prix relatifs, c'est-à-dire on fait augmenter le prix des produits qui sont intensifs ou des services qui sont intensifs en carbone, et on fait diminuer en termes relatifs le prix de ceux qui sont moins intensifs en carbone. Ça sert à ça, une taxe. Mais à ce moment-là, le consommateur, il va déplacer donc sa consommation de ce qui est plus intensif en carbone vers ce qui est le moins intensif en carbone, si tout va bien. Mais ça peut prendre du temps, il peut y avoir des rigidités, etc. Et donc, éventuellement, on peut avoir des pressions inflationnistes. C'est un sujet qui est très, très important sur la question de la transition climatique. Et donc ça fait partie des choses qu'on doit regarder avec un modèle macro. Typiquement, les modèles en CGE, etc., dont on a parlé, vont bien travailler sur les prix relatifs, auront moins de choses à dire sur les prix absolus et la dérive des prix du fait éventuellement de cette transition. Et puis, j'ai dit qu'il y avait deux types de modèles qui étaient nécessaires en plus de ceux qu'on a déjà utilisés. Le deuxième, c'est des approches très microéconomiques. C'est-à-dire, quand on parle de métaux critiques, on parle vraiment du nickel, du cuivre, etc., etc. Et donc là, ce n'est pas un grand modèle multinational qui va permettre d'avancer, c'est vraiment des modèles dédiés, des modèles microéconomiques très spécifiques qui vont regarder ces marchés, qui vont regarder où sont les ressources, qui vont regarder aussi où sont les ressources inexploitées, parce que c'est comme le pétrole.
La quantité de pétrole dont on dispose, elle dépend du prix du pétrole. Si on augmente le prix du pétrole, évidemment, on peut creuser plus profond. Eh bien, c'est pareil pour les métaux critiques. Si on augmente le prix des métaux critiques, ben, d'un seul coup, la quantité de métaux critiques que l'on peut utiliser va augmenter. Donc ça, c'est un sujet qui est difficile pour les économistes. Donc on a besoin des grands modèles multinationaux, multisectoriels dont j'ai parlé. On a besoin de modèles macroéconomiques qui permettent de renseigner quel est l'impact budgétaire et fiscal et quel est l'impact sur l'inflation. Et puis on a besoin de modèles très, très microéconomiques, beaucoup plus proches de l'économie industrielle que de l'économie internationale, où on va parler donc des métaux critiques. Alors justement, sur la question de modélisation, tu mentionnais tout à l'heure qu'une des stratégies possibles des agents, que ce soit les ménages, les entreprises ou les pays, c'est d'attendre la dernière minute pour s'ajuster en laissant les autres subir le coût de la transition climatique. La question qui se pose, c'est par rapport au modèle, justement, comment on peut être sûr que finalement, on a une transition en douceur, parce que tu le rappelais, on peut utiliser les subventions, mais on sait très bien que l'espace budgétaire n'est pas le même en Europe qu'aux États-Unis ou en Chine, et que justement, il y a un coût à la transition pour les entreprises et les ménages, et donc une stratégie pourrait être une stratégie possible des producteurs, notamment d'énergie fossile, pourrait être de casser les prix pour qu'on utilise le plus longtemps possible le pétrole. Qu'est-ce que les modèles disent là-dessus? J'avais envie de poser un peu la question à Cécilia en disant finalement, faut-il acheter le pétrole qui n'est pas extrait pour ne pas l'extraire? Alors effectivement, il y a eu un papier récent, il y a quelques années, qui racontait cela, en disant en fait une des meilleures stratégies possibles serait pour l'Union européenne serait d'acheter en fait l'ensemble des ressources en énergie fossile. C'était le cas, en fait, on parlait de pétrole dans ce papier-là, et comme ça, on les achète, on les met de côté, on ne les utilise pas, et on résout le problème, et on s'extrait de cette question des prix. Ça revient, en fait, je pense que Lionel pourra également revenir là-dessus, ça revient, en fait, et même Fanny, on en discutait en préparant la conférence, ça revient à payer des rentes, en fait, à quelque part donner des gages à des pays qui en fait vivaient sur les rentes des énergies fossiles, et en gros c'est dire ok, très bien, vous allez perdre une rente, il faut partager cette perte, puisqu'en fait on a besoin d'une action coordonnée au niveau global, et donc il s'agit de faire ça. C'est vrai pour l'énergie fossile, c'est vrai pour d'autres ressources naturelles. On a exactement le même genre de discussion avec le Brésil en lien avec les questions de déforestation quelque part. Donc, oui, non, pour revenir sur cette question du pétrole, si on regarde effectivement les ressources qui sont déjà développées, donc on sait qu'elles existent, on sait les extraire pour pas trop cher. En fait, si on les extrait toutes, ces ressources-là, on excède déjà largement le budget carbone qui nous permet de rester sous 2 degrés. Donc ça veut dire que nécessairement, il va falloir laisser une partie de ces ressources fossiles sous terre. Et ce que ça veut dire, c'est que ça représente un manque à gagner très important pour les pays et les entreprises, mais aussi pour les pays producteurs. Et donc ces pays-là, pour les mettre à bord, pour les faire participer à la transition énergétique, et donc pour qu'ils acceptent de ne pas profiter de cette rente, il va bien falloir les compenser d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être effectivement en rachetant la rente, ça peut être avec d'autres types d'accords internationaux, mais voilà, il faut faire attention au fait que on a beaucoup de ressources fossiles, que leurs coûts d'extraction sont relativement bas par rapport au prix sur les marchés, ce qui veut dire qu'ils ont des marges de manœuvre pour baisser les prix, et que ça donc peut faire des fuites indirectes très importantes. Oui, alors il restait une question qui était initialement celle de dire comment on fait dans les modèles. Il se trouve que une des façons de faire, en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé à raconter un peu les questions d'impact de l'ajustement carbone. Je disais ça, c'est soumis aux hypothèses que nous avons faites en disant l'Union européenne va atteindre ses objectifs, et en fait on impose un chemin pour atteindre ces objectifs, et c'est via ce chemin qui est régulier. Donc en gros on dit on commence à faire des efforts. Notre première année de simulation était 2014, et donc on descend progressivement de façon linéaire de 2014 à 2030 pour les objectifs de moins 55%. Et en fait, on impose un chemin de décarbonation qui n'est pas le last minute.
parce que on ne souhaitait pas regarder cette question de dernière minute, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on sait que en fait, c'est beaucoup plus coûteux de le faire en dernière minute, y compris en termes de possibilités technologiques et autres. Juste, si je peux, je ferai un tout petit pas en arrière, juste pour reprendre un peu sur la question que tu posais à Lionel en disant au final, on a beaucoup d'incertitudes autour des modèles. Qu'est-ce qu'on peut en garder? Qu'est-ce qu'on peut en faire ou pas? Et donc Lionel disait, ok, effectivement, on ne peut pas prendre en compte, on ne peut pas. Le point n'est pas le résultat à la tonne de carbone précise ou à l'euro près. Et juste, j'avais un peu envie en quelques mots, de raconter quelque part l'histoire que ce type de modèle peut raconter lui-même quand on applique un ajustement carbone à la frontière, juste pour qu'on se rende compte de ça. Ce que nous avons fait, ce que Mirage raconte en fait, pour être précis, ce que Mirage raconte dans ce cas-là, l'histoire est la suivante. Donc, je vous rappelle, nous on met un ajustement carbone à la frontière qui remplace les allocations gratuites. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La première chose qu'on voit, c'est nous sommes en train de protéger à la frontière en fait certains secteurs, l'acier en particulier. Prenons le cas de l'acier, c'est pas le seul, mais c'est juste pour raconter l'histoire. Et donc, les aciéristes sont protégés quelque part. On diminue en fait les importations d'acier en provenance du reste du monde. Pourquoi? Parce que maintenant, cet acier, quand il passe la frontière européenne, doit lui aussi payer un prix du carbone exactement le même qu'en Union européenne. Ce que nous dit le modèle, c'est que cette baisse des importations, donc d'abord, il raconte ce mécanisme-là et il le quantifie, moins 8% d'ici 2040. En 2040, pardon, pour être précis, si on a ça. Première chose, donc on peut discuter autour du 8%. 8% commence à être un ordre c'est non nul, c'est au-delà de la marge d'erreur et ça raconte un début d'histoire. La suite, et jusque-là, on s'y attend. La suite devient plus intéressante, j'allais dire rigolote, mais enfin, c'est rigolote pour l'économiste-chercheur, je ne sais pas ce qu'il en est pour de vrai, c'est qu'on se rend compte que ce qui va se passer, et ça, ce n'était pas attendu, ce que le modèle nous dit, c'est que la conséquence de ça est une augmentation du prix du carbone sur le marché européen. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu inattendu et d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis un producteur d'automobiles, prenons l'exemple européen, j'achète de l'acier pour produire mes voitures. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avant, peut-être, je l'importais parce qu'il était moins cher que celui produit en Union européenne. Ce n'est plus le cas, parce que j'ai un ajustement à la frontière. Donc, je vais essayer me retourner vers les producteurs européens. Jusque-là, c'est ce qu'on voulait. Mais en fait, c'est ce que racontait Fanny, nous avons en Europe en place un système d'échange de quotas européens. Donc, la quantité de carbone qui peut être émise pour produire de l'acier est plafonnée. Donc, la demande va augmenter pour cet acier et donc, automatiquement, comme je ne peux pas émettre plus, le prix du carbone va augmenter. Mais cette augmentation du prix du carbone, et c'est là où ça, à nouveau, ça devient intéressant, le modèle nous dit que c'est quelque chose de l'ordre de 15% de plus en 2040. Ce n'est pas rien, 15% de plus. 15 plus 8 Non, 8, c'était les importations. Okay. Et 15%, c'est juste sur le prix du carbone. Lui, il va augmenter et il va augmenter de 15% avec le MACF qui remplace les allocations gratuites versus un monde où on n'avait que des allocations gratuites. Et ça, en fait, ça a des conséquences sur les consommateurs, par exemple, finaux, parce que même les producteurs d'énergie, en fait, payent ces quotas, donc, et les payeront 15% de plus. Et ça a aussi une conséquence sur en fait, toute la suite de la filière. Je reprends mon exemple, je suis un producteur d'automobile, j'achète mon acier plus cher. Et alors, le problème, c'est quoi? Mon coût de production va augmenter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est certainement, je vais être moins compétitif sur les marchés tiers quand je vais exporter. Et là, s'il n'y a pas de restitution, l'ajustement carbone ne peut rien pour moi. Donc, les exportations vont baisser. Mais le deuxième problème, c'est que je vais avoir un problème de perte de compétitivité, moi toujours producteur d'automobiles européens, sur mon marché européen. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ajustement carbone, lui, il protège l'acier. Mais il ne protège pas les voitures produites avec de l'acier. Donc, en fait, il va y avoir une concurrence. Ce qui va se passer, c'est que des voitures produites à l'étranger avec de l'acier, entre guillemets, sale, ou en tout cas de l'acier qui n'a pas payé ses droits à polluer, en fait, vont rentrer en concurrence directe avec des voitures européennes qui, elles, vont payer leur acier un peu plus cher. Et donc, on va aussi avoir une perte de part de marché des secteurs aval, donc des secteurs non protégés par l'ajustement carbone, sur le marché domestique aussi. Et alors, à nouveau, le modèle peut mettre des chiffres là-dessus. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est bien qu'on ait un outil
qui nous séquence cette chose, enfin ces mécanismes, et qui nous les raconte. Et c'est à partir de là, et c'est comme ça qu'il faut utiliser ces outils, en disant, OK, voilà ce qui se passe, voilà ce que mon cahier de brouillon, comme disait Lionel, ma maquette raconte, avec plein de limites. Typiquement, on n'a pas de enfin, on n'a pas l'outil exact, précis, la même représentation du MACF, mais c'est super important, il me semble, d'avoir quelque chose qui vous permette de séquencer les choses comme ça et de raconter ces mécanismes. Oui, tout à fait. Mais si je comprends bien, si on continue à importer avec le MACF, le coût des matières, des biens intermédiaires va augmenter. Si on importe moins parce qu'on on se tourne plutôt vers les producteurs locaux, le coût va augmenter aussi. Donc il y a un vrai enjeu de compétitivité à ce niveau-là, Lionel. Oui, tout à fait. Et il y a un enjeu de compétitivité encore plus grand pour les exportateurs, hein, qui doivent acheter des quotas ETS, qui exportent vers l'extérieur de l'Europe. On l'a déjà dit tout à l'heure, puisqu'eux n'auront pas de restitution et n'ont pas d'allocation gratuite. Et donc le message de politique économique, s'il en fallait un, qui va avec la démonstration qu'a fait Cécilia, c'est que le champ qui est couvert pour l'instant par le MACF est probablement trop étroit. Alors pourquoi ce champ est étroit? Parce qu'il faut bien commencer quelque part, parce qu'il faut mettre en place le système, c'est très compliqué, il y a des coûts administratifs, de reporting, etc., qui sont très compliqués, mais idéalement on aimerait, et c'est d'ailleurs ce qui est prévu par le Parlement européen, on aimerait que le MACF descende d'une certaine façon en aval progressivement, et que de l'acier ou du verre, on aille progressivement vers les voitures. Donc l'idée, et c'est assez compréhensible, c'est qu'on voudrait protéger beaucoup plus, ou compenser beaucoup plus, puisqu'il ne s'agit pas de protéger, mais de compenser. On voudrait compenser beaucoup plus le carbone qui rentre dans l'économie européenne. Et pour le faire, il faut aller progressivement en aval du producteur d'acier vers le consommateur de la voiture à la fin. Et donc ça, c'est évidemment très, très compliqué, parce que autant une tonne d'acier, on arrive à se représenter ce qui est émis, pas trop difficilement. Autant quand on regarde une voiture, compte tenu de la complexité de la voiture, ça devient beaucoup plus difficile. Si je peux revenir d'un mot sur les messages de politique économique, on s'est trouvé dans une situation entre l'Europe et les États-Unis qui est assez particulière, hein, si tu te rappelles le contexte. Quand on était en 2017, donc à l'été 2017, les États-Unis ont annoncé la sortie de l'accord de Paris. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et cette sortie de l'accord de Paris, pour des raisons compliquées, elle a pris effet à l'automne 2020. D'accord ? Donc ça, c'est le premier cadre. Ensuite, en 2021, on a eu, parce qu'il y a eu des élections aux États-Unis, un retour formel des États-Unis dans l'accord. Et en août 22, donc on a eu l'Inflation Reduction Act dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est le calendrier américain. Maintenant, le calendrier européen. L'annonce du pacte vert et de la feuille de route, c'est décembre 2019. Donc on était dans la période où les États-Unis n'étaient plus dans l'accord de Paris. Donc les États-Unis avaient dit non, pas pour nous. Et donc l'Europe a dit nous, on va avancer tout seul. Et donc l'Europe a avancé toute seule, sans se préoccuper donc de ce que pouvaient penser d'une certaine façon les États-Unis de la politique qui était mise en place. Et quand les États-Unis, en 2022, ont mis en place l'Inflation Reduction Act, ils ont fait la même chose. Ils ont mis ça en place sans réfléchir trop à quelles étaient les conséquences pour l'Europe en particulier, mais d'autres pays aussi. Et donc le dissensus qu'on a eu et qu'on a encore entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis trouvant que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est du protectionnisme, et les Européens trouvant que l'IRA, c'est du protectionnisme, c'est quelque chose qui est lié au calendrier. C'est-à-dire, si on avait pu s'asseoir tranquillement autour de la table et essayer de coordonner nos politiques beaucoup mieux, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais les calendriers des élections sont ce qu'ils sont. Alors, pour essayer de résoudre ça, donc, a été mis en place à l'automne 2022 une sorte de task force entre les États-Unis et l'Europe qui essaye de trouver des solutions permettant aux Européens de ne pas être trop pénalisés par les dispositions très spécifiques de l'IRA, dont je pourrais dire un mot dans un instant, comme par exemple, on a autorisé les voitures en leasing à ne pas être sujettes aux critères
d'origine de la fabrication des batteries et de beaucoup d'autres composants qui s'imposent aux voitures qui seraient achetées par un particulier. Voilà. Donc, on n'a pas eu au bon moment cet espace de discussion avec les Américains. Et ensuite, une fois que c'est passé au Congrès, etc., c'est très difficile à récupérer côté américain. Et puis, une fois qu'on a réussi à mettre d'accord le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil, ce qu'on appelle une tripartite, et là, c'est aussi très difficile de bouger. Donc, des deux côtés, on est un peu coincé. Et donc, il faut être très, très pragmatique sur ces sujets. Alors justement, en 3 minutes avant de passer à la session questions-réponses, quoique il y a une des questions qui est liée à ça, c'est que est-ce que c'est vraiment envisageable de revenir à la table de négociation avec tous les États, d'avoir une certaine coopération, puisque chacun va de sa mesure et à son rythme, et d'autant plus qu'on a un peu l'impression qu'en Europe, on utilise plutôt l'outil tarifaire, parce qu'on a en plus un cadre budgétaire assez contraignant. Comme disait Jean Pisani, on ne peut pas être champion du multilatéralisme, du budgétaire et du climat. Alors, au niveau de la concurrence entre les pays. J'ai bien compris la question. Je vais essayer de répondre de façon assez directe. La première chose, c'est qu'on se trompe en évoquant systématiquement, mais c'est ce qu'on a fait jusqu'ici, l'Europe en termes de prix du carbone. L'Europe a évidemment un prix du carbone, c'est très, très important, très médiatisé, etc. Mais l'Europe a massivement des subventions. C'est-à-dire quand on regarde le montant des subventions qui correspondent à l'IRA précisément, ce qui a été annoncé officiellement, c'est beaucoup de crédits d'impôt, etc. Ce qui a été annoncé officiellement, c'est 391 milliards de dollars sur la période de mise en place de l'IRA. Les Européens disent « Oh là là, mais tout ça, c'est beaucoup d'argent ». Et d'autant plus que ce montant n'est pas plafonné. Il n'est pas plafonné parce que c'est typiquement des crédits d'impôt. C'est un guichet ouvert, tous ceux qui viennent auront leur crédit d'impôt. Et donc, quand on refait le calcul en disant ce n'est pas plafonné, il y a des études qui nous montrent que ça peut aller à 500 milliards, 600 milliards. J'en ai même vu une à 900 milliards, pourquoi pas. Mais disons que l'ordre de grandeur auquel on pourrait arriver, si la politique n'est pas remise en cause par la prochaine administration américaine, ça serait probablement de l'ordre de 600 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Regardons maintenant sur la même période ce que vont dépenser les Européens. Je ne rentre pas dans le détail de tous les mécanismes que nous avons. Eh bien, c'est à peu près 600 milliards aussi. 600, 650 milliards. Donc, l'ordre de grandeur des subventions, il est le même des deux côtés de l'Atlantique, ce qu'on ne dit pas assez. La grande différence, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, j'investis, hop, je vais au guichet, j'ai mon crédit d'impôt. En Europe, les subventions qui sont données sont beaucoup plus compliquées. Il y a des appels d'offres, c'est conditionnel, etc. Donc, on va dépenser à la fin la même somme, mais en compliquant beaucoup plus la vie des entreprises. Mais c'est parce qu'on a l'habitude de faire comme ça en Europe et pour de bonnes raisons. Donc, la différence n'est pas tant en termes de montant des subventions que de nature des subventions ou de méthode pour mettre en place ces subventions. Donc ça, c'est la première chose à garder en tête. Pour répondre à la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, etc. Il faut absolument qu'on se remette autour de la table au niveau international, sinon on ne va pas y arriver. Il n'y a pas d'issue possible. Il n'y a pas d'autre solution possible que de se remettre autour de la table avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays les moins avancés, avec le Brésil, etc., etc. On a besoin que tous les pays soient autour de la table parce que ce qu'on fait dans le cadre de l'accord de Paris, c'est déjà quelque chose, mais on l'a dit, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas coordonné, ça pose des problèmes de concurrence, ça pose des problèmes de fuite de carbone. Donc, il faut remettre ça sur la table. La question est sur quelle table va-t-on remettre cela? Donc, est-ce qu'on doit remettre cela sur la table de l'Organisation mondiale du commerce? Il y a eu un grand débat pour savoir si l'Organisation mondiale du commerce était pour l'environnement ou contre l'environnement. Elle n'est ni pour ni contre, elle s'occupe du commerce, elle ne s'occupe pas de l'environnement. Donc il y a des dispositions qui existent, il y a le chapeau du GATT 85, il y a l'article 20, il y a deux paragraphes dans l'article 20 qui permettent de faire des choses, mais ce sont des exceptions ou des propos généraux. Ce n'est pas écrit sur la porte Organisation mondiale de l'environnement, c'est écrit sur la porte Organisation mondiale du commerce. Ce n'est pas la même chose. Donc on ne peut pas demander à l'Organisation mondiale du commerce de tout régler. Et nous n'avons pas d'organisation mondiale de l'environnement. L'enceinte dans laquelle nous discutons pour l'instant, c'est l'enceinte qui correspond donc à l'accord de Paris, au COP, etc. Donc c'est probablement là
qu'il faut continuer à avancer. Et la difficulté que l'on a, même si ça ne fait pas très plaisir, c'est qu'il faut discuter avec tout le monde. Fanny le disait, il faut le discuter avec les producteurs de pétrole. Et on a eu ce débat lors de la dernière COP pour savoir si c'était une bonne idée de la mettre là où elle était, etc., etc. Mais on est obligé de discuter avec tout le monde, avec les producteurs de fossiles, avec les pays les moins avancés qu'il va falloir subventionner massivement, eux aussi, pour qu'ils y arrivent, avec les États-Unis qui font différemment de nous, avec les Chinois qui font des choses aussi. Ils ont aussi un marché de quota carbone qui fonctionne différemment du nôtre, mais ils ont aussi ça. Donc, avec les Indiens qui sont encore beaucoup sur le charbon. Donc, il va falloir discuter avec tout le monde très, très vite parce que le climat n'attendra pas. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est que les économistes, qu'ils aimeraient vraiment le gold standard de la politique climatique, ça serait qu'il y ait un prix du carbone unique. Comme ça, il n'y aurait plus du tout de distorsion de concurrence, quel que soit l'endroit du monde où on produit, on serait soumis au même prix du carbone. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas rester là-dessus, parce que c'est illusoire d'arriver dans un monde où tous les pays auront exactement la même politique climatique, et donc il n'y aura plus aucun problème de distorsion de concurrence. Donc il faut continuer quand même à avancer, à essayer d'avoir le maximum de pays autour de la table avec des politiques qui sont différentes, des subventions, des prix du carbone, mais en gardant en tête qu'il faut que l'ambition soit la plus grande possible. Et surtout aussi en acceptant des compensations des pays qui ont beaucoup pollué dans le passé et qui sont très riches aujourd'hui vers ceux qui ont beaucoup à perdre et qui ne sont pas les principaux responsables du changement climatique aujourd'hui. Alors justement, comme j'avais promis une petite session de questions-réponses, et j'ai une question qui permet justement une belle transition. On comprend bien l'enjeu de cette coopération. On connaît les tensions, notamment entre les États-Unis et la Chine, qui compliquent un petit peu ces discussions. Une des questions qu'on a ici, c'est si jamais Trump était élu, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre justement à plus de protectionnisme? Alors en préparant cette conférence, Lionel, tu me parlais justement d'une autre interprétation du « i », mais la question c'est, est-ce que finalement une administration à la Trump pourrait tout balayer et être encore très protectionniste? Bon, c'est une grande question. Et le point de départ, c'est que les dispositions protectionnistes qui avaient été mises en place par l'administration Trump, pour l'essentiel, sont encore là. Ensuite, ce que ferait l'administration Trump, pour l'instant, c'est un grand mystère. On voit bien quelles sont les annonces de plus de protectionnisme, annonces de moins d'IRA, mais on est dans la phase de la campagne, donc pour l'instant, c'est un petit peu difficile de savoir ce qui se passera. Alors, une autre question plus technique. Alors, pour Cécilia d'abord, lorsque tu dis que ça coûte plus cher de prendre des actions en dernière minute, serait beaucoup plus élevé. La question, c'est de savoir quelle élasticité tu as utilisé ou les modèles ont utilisé. D'ailleurs, c'est une question pour vous trois, notamment à horizon de 20, 30 ans. Comment on peut être sûr que... Intuitivement, ça paraît logique, mais est-ce qu'on l'a quantifié? Alors pour le coup, là, je n'ai plus d'études en tête, mais oui, ça a été quantifié. Et alors la réponse sur l'élasticité, d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question d'élasticité, on a un vrai sujet il y a un moment, on a des technologies disponibles pour faire des baisses de carbone, et on les connaît aujourd'hui. Si on arrive à la dernière minute, la marche à descendre est telle qu'on ne sait pas comment faire. Déjà aujourd'hui, on sait qu'on descend, et probablement lentement, mais on a des idées de technologie. En dernière minute, on ne tiendra pas dedans. Il y a également la question... aujourd'hui, on essaie de se poser la question de comment on va arriver à moins 1,5 degré. Est-ce que du coup on a des questions de budget carbone? On sait qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'overshooting, c'est-à-dire à un moment donné émettre un peu plus qu'on pensait et puis baisser plus vite. D'ailleurs aujourd'hui on commence à penser que si on veut tenir les moins 1,5, on va faire de l'overshooting parce que sinon ça passera pas. Mais on a un vrai sujet de dire comment on fait pour passer la marche en fait. Et donc plus la marche est grande, moins on sait comment on fait. D'ailleurs aujourd'hui les modèles, tous ceux qui regardent à l'horizon 2050 le net zéro, parce que c'est à ça qu'on tend, c'est-à-dire à un moment donné être complètement neutre en carbone,
on n'y arrive pas si on ne fait pas de la capture et du stockage du carbone émis. Donc aujourd'hui, on n'a plus les technologies on n'en voit pas les technologies qui permettent juste de baisser progressivement. Et plus on repousse et plus on fait une grande marche, plus on ne sait pas. Une autre question dans le même domaine, c'est, alors moi je me rappelle plus trop dans le rapport, mais quel est l'ordre de grandeur de l'impact sur la croissance du PIB des différents mécanismes MACF, ETS d'ici 2040? Alors je pense que 2040 n'était pas dans le... Donc je reviens d'un mot sur ce que disait Cécilia pour indiquer qu'au niveau des banques centrales qui s'interrogent sur l'inflation, le budget, etc., mais surtout sur les questions d'inflation, il y a tout un travail de modélisation qui est fait, que tu connais bien aussi. Et donc ce que montre ce travail de modélisation commun aux banques, c'est justement que plus on attend, plus ça va être compliqué. Et plus ça va être coûteux, plus ça va être inflationniste, etc. Et donc c'est pour ça qu'il est urgent d'agir avec les technologies du moment, tout en préparant les technologies du futur, mais sinon ça ne va pas bien se passer. Alors pour répondre à la question du coût, en général, quand on ne veut pas répondre, on va dire ce que je vais dire, mais ce n'est pas le sujet. On peut dire que la question est mal posée. En réalité, la question est bien posée, mais ce que l'on doit mettre en balance, c'est le coût sur le PIB. Alors, c'est 1 point de PIB, 2 points de PIB, 3 points de PIB, peu importe. C'est ça mis en balance avec l'économie qu'on va faire parce que le climat va être moins détruit. On aura moins de désastres naturels. Et donc, on a des grands modèles qui font ça, qui sont les modèles intégrés. Je ne sais pas le mot en français, mais enfin, voilà, les modèles intégrés. Pardon. Et ces grands modèles intégrés, ils ont ce qu'on appelle une fonction de dommage. Ils disent, voilà, si on fait 1,5 degré en plus, ça fera tant de productivité en moins, donc tant de PIB en moins. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir donc un cadre conceptuel dans lequel on dit, oui, ça coûte, mais de toute façon, le bénéfice qu'on obtient, et ça, on en est sûr, est au-delà du coût. Donc, est-ce que ça coûte 2 et que le bénéfice est 3? Est-ce que ça coûte 4 et le bénéfice est 6? On ne sait pas bien. Mais ce dont on est sûr, c'est que de toute façon, le bénéfice est plus grand que le coût. Et ça, c'est quelque chose qui est bien oublié dans le débat. Alors, pourquoi c'est important de rappeler cela? Parce que l'horizon du coût et du bénéfice n'est pas le même. Et c'est probablement presque une question intergénérationnelle. Donc, c'est nos enfants ou les enfants de nos enfants qui vont être concernés par les bénéfices et nous allons supporter les coûts. Donc, autour de cette table, vous avez trois économistes qui sont altruistes pour les générations futures et qui sont tout prêts à payer aujourd'hui pour que les enfants puissent en profiter. Mais au niveau de la société dans son ensemble, au niveau de l'économie politique de ces mesures, c'est quelque chose qui est très difficile pour des raisons qui sont assez évidentes, je crois. Donc, différence d'horizon, mais ce dont on est sûr, c'est qu'à la fin, le bénéfice sera plus grand que le coût. Oui. Puis il faudra une communication très pédagogique pour convaincre tout le monde du bienfait d'agir maintenant. Alors, 2 dernières questions pour mesdames. Une à Fanny, ou peut-être tu vas me haïr, mais commerce, climat, faut-il choisir? Il nous reste 3 minutes. Oula. J'en ai une autre pour Cécilia, donc. Non, je crois pas qu'il faille choisir entre commerce et climat. Simplement, il faut bien prendre en compte les interactions qui existent entre les politiques climatiques, leur effet sur le commerce, et puis en retour, l'effet du commerce sur le climat. Donc, je crois pas que le commerce n'est pas responsable du changement climatique, loin de là. Il faut plutôt utiliser en fait le commerce, peut-être justement pour mettre tout le monde autour de la table et arriver à un accord international. Je pense que c'est plutôt ça le mouvement. voilà. Oui. Je me permets de compléter cette réponse en disant que l'essentiel de nos émissions, en fait, sont domestiques. C'est quand je prends ma petite voiture, etc. Donc, l'essentiel de nos émissions sont domestiques. Le commerce ajoute à cela, mais le commerce peut aussi à la fois diffuser des technologies qui permettent de réduire les émissions. On est très content d'avoir les panneaux solaires chinois, pas chers. Et le commerce est aussi un élément
qui nous permet de discuter avec l'ensemble des pays au niveau mondial. Ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Je ferme mes frontières ou j'ouvre mes frontières. C'est donc un élément de discussion, de bargaining, qui est très très important et qu'on devrait mobiliser beaucoup plus. Vous voulez l'accès à mon marché, d'accord, mais faites un petit peu plus d'efforts. Et je crois que le tour que prennent les négociations régionales est plutôt celui-ci. C'est sûrement ce que veut dire Cécilia. Oui, absolument, c'est deux choses. Donc ça y est, Lionel l'a dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on est en train d'aller vers ce lien entre politique commerciale et politique environnementale, parce qu'effectivement, le commerce n'est pas responsable en tant que tel du changement climatique, mais ça reste le canal, un des canaux par lesquels on peut avoir des effets indirects et donc du déplacement des effets, voilà, des effets non voulus et indirects des politiques climatiques. Deuxième chose, pour revenir sur cette question de faut-il est-ce commerce ou climat, ce qu'il est certain, en plus de ce que disait Fanny, c'est que c'est hautement inefficace d'utiliser la politique commerciale pour résoudre le problème climatique. Si on essaye de juste bloquer le commerce international, ça a un coût qui est extrêmement important et on est assez peu efficace d'un point de vue environnemental. On ne baisse pas beaucoup les émissions internationales. Merci beaucoup. Dernier mot pour... Le commerce n'est pas un instrument de premier rang. Et donc la solution n'est pas de limiter... Donc voilà, vous ne pouvez pas enfoncer un clou avec un tournevis ou prendre le bon instrument, et le commerce ne l'est pas. C'est une belle image. Je vous remercie tous les trois pour ce débat assez intense. Merci à tous les participants pour les questions assez pertinentes que vous avez posées. J'espère qu'on a pu vous éclairer en 90 minutes sur une question qui était hautement technique et ambitieuse. Vous pourrez revoir la vidéo en replay et j'espère que ce n'est que le début de l'histoire et qu'on aura d'autres rapports qui creuseront et évalueront en temps réel l'évolution de cette question de la transition écologique et de la compétitivité. Merci à tous.